Bonjour à tous. Alors, c'est effectivement, c'est toujours intéressant d'intervenir après beaucoup de témoignages. Beaucoup de choses ont déjà été dites. D'abord, je voudrais remercier Alexandra et tous les organisateurs pour, au fond, voilà, organiser un lieu qui, à un moment donné, est aussi beaucoup un lieu d'échange, mais aussi de témoignages. Et à titre personnel, moi, je suis toujours très intéressé d'entendre même si je le fais souvent, hein, mais d'entendre voilà, ce que les gens ont à dire de leur vécu de la psychiatrie en général et de leur passage en psychiatrie. Et j'entends beaucoup de souffrance d'une certaine façon, la souffrance déjà liée aux troubles psychiatriques, parce que c'est des troubles qui font souffrir. Vous savez, quand l'OMS a essayé de classer ce qui était le plus douloureux ou ce qui faisait le plus souffrir, la douleur morale est arrivée en premier, au-dessus de toutes les autres. Plus fort encore que les coliques néphrétiques, j'en ai fait, je sais que ça fait hyper mal, plus fort encore que névralgie de la face et l'accouchement, je dis pour les femmes qui étaient un peu en compétition. Enfin bon, la douleur morale en tout cas est clairement quelque chose qui fait souffrir. Et bien sûr, les troubles schizophréniques, psychotiques, voilà. Donc, j'entends beaucoup cette souffrance-là, qui est quelque chose que moi je vis aussi au quotidien auprès des gens dont je m'occupe et qui ne me surprend pas, qui est d'ailleurs une des motivations, pour moi en tout cas, hein, à faire ce métier. J'entends aussi, et ça j'en suis toujours, je pense comme Christophe Lançon, je pense d'ailleurs comme l'ensemble de mes collègues, en tout cas ceux qui sont là pour de fait, je suis toujours un peu atterré, triste, malheureux d'entendre les expériences que vous présentez, parfois comme étant des expériences qui rajoutent de la douleur à la douleur. Alors c'est vraiment très con, quoi, parce que c'est déjà une situation compliquée, et en plus de ça, il y a quelque chose qui rajoute de la douleur. Voilà, j'entends aussi des expériences plutôt plus positives, ou en tout cas pas aussi négatives. Et voilà. Et ça, ça fait longtemps, moi, que je me pose un peu cette question. Voilà, j'ai un peu une petite idée de la réponse, mais quand même que je me pose un peu cette question. Parce que je trouve que moi, je suis psychiatre d'enfants et d'adolescents. Donc, je vois plutôt des enfants et des adolescents, bien sûr, même si je vois un peu des adultes quand même. Et j'ai assez souvent l'occasion de passer dans les services de pédiatrie au moment des fêtes, comme maintenant, là. Et ce que je vois, c'est les usagers, comme on dit maintenant, qui ont l'air d'être très satisfaits de leur passage et qui couvrent de boîtes de chocolat les services de pédiatrie, ce que je ne vois pas dans les services de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ou en tout cas pas avec la même intensité. Je ne dis pas qu'on ne reçoit pas des boîtes de chocolat. Personnellement, j'en veux pas, je suis au régime, mais je veux dire, on en reçoit quand même beaucoup moins qu'en pédiatrie. Pourquoi? Alors, on pourrait se dire comme ça que c'est parce qu'on est vraiment très chiant, très désagréable avec les gens et qu'on ne fait pas attention aux gens et qu'on est un peu des pourris et que donc c'est normal. D'une certaine manière, on récolte ce qu'on sème. Des pourris chez nous, il y en a, on est 14 000 psychiatres en France. Et parmi ces 14 000 psychiatres, les représentants de ces 14 000 psychiatres sont hyper nombreux. Il doit y avoir au moins une dizaine de regroupements représentatifs. Pas toujours d'accord entre eux, parfois tamponnés par des histoires un peu d'ego et de trucs, ce qui fait qu'en fait la psychiatrie ne parle pas d'une seule voix. Et surtout, personne n'a d'autorité sur personne. Vous voyez, je n'ai aucune autorité sur personne, sur aucun collègue, peut-être ceux qui travaillent avec moi, et encore. Hein, le fonctionnement des hôpitaux, ce n'est pas réellement le cas. Mais en tout cas, pas sur ceux qui ne travaillent pas avec moi, aucune, zéro. Donc du coup, on a du mal à avoir une espèce d'attitude un peu univoque. Donc je suis tout à fait d'accord que moi je ne fais pas partie de ceux, et je travaille beaucoup dans les troubles du spectre autistique, et donc je sais bien quels sont les rapports qu'on peut avoir, notamment avec les usagers et leurs familles, et donc je ne défends pas le fait que, enfin je dis pas que on a un petit nombre microscopique de gens qui sont déconnants, là, comme dirait Darmarin, mais en tout cas qui ne fonctionnent pas bien par rapport à voilà, ils sont bien plus nombreux. C'est quand même pas la majorité non plus, hein, quand même, soyons honnêtes. Il y a quand même des psychiatres qui font bien leur boulot, sont bien formés, essayent de s'améliorer, voilà.
Donc ça, c'est quand même un point. C'est-à-dire qu'il y a ce décalage-là, c'est un peu ce que traduisait Christophe Lançon en disant, voilà, moi je me sens du côté des bourreaux, là, un peu mal à l'aise du coup. Oui, moi je ne veux pas me sentir comme ça. Je fais mon travail parce que j'aime ce travail, parce que je ressens la souffrance des gens et j'essaye de l'atténuer. Alors oui, je suis d'accord. La contention en elle-même n'est pas un soin. La contention, la privation de liberté ne devrait pas être de l'initiative du psychiatre ou du soignant uniquement. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même aussi se rendre compte de situations. On parle de la situation où il est 2 heures du matin, où il y a quelque chose qui a un espèce de danger un peu aigu. Il faut prendre une décision un peu brutale, un peu rapide, parce que là, il se passe quelque chose d'aigu. Et donc, forcément, à un moment donné, il y avait un soignant qui peut être confronté à cette situation. J'ai entendu toutes les méthodes, je les connais, qui permettent de désamorcer, de contourner, de ne pas faire. Enfin, il y aura toujours des moments, alors je ne sais pas si 90 pour Marseille, si c'est plus ou moins pour d'autres villes, il y aura toujours des gens pour lesquels il faudra de toute façon utiliser ces méthodes. Et quand on les utilise, il vaut mieux les encadrer. Et moi, je suis donc favorable à toujours plus d'encadrement. Après, il faut que cet encadrement soit possible, simplement possible. Là, il y a quand même une question un peu de moyens. C'est vrai qu'on est 14 000, qu'on est très nombreux, mais enfin bon, en tout cas, il y a quand même une question de moyens, parce qu'à un moment donné, effectivement, il y a plusieurs choses qui interviennent. Hein. Il y a à la fois le fait que si les gens ne sont pas assez nombreux, ils ne peuvent pas simplement faire tout ce qui est requis, appeler, de demander des avis, voilà, autres. Bon, ça c'est une chose, mais encore, ils peuvent prendre sur leur temps, ça c'est pas si grave. Mais surtout, si ils ont de telles contraintes qu'à un moment donné, ça devient complètement impossible à faire, en tout cas à bien faire, ils s'exposent à des risques importants sur un plan légal et à un moment donné, on ne trouve plus personne ni pour faire des gardes, ni pour aller dans les unités dites fermées. Alors après, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, les situations sont un peu différentes. Vous savez, on sort d'une période, on est sorti après une vingtaine d'années. Moi, j'ai travaillé longtemps à la Salpêtrière et j'ai eu le plaisir de travailler avec un type qui s'appelait Philippe Mazet. Philippe Mazet, quand il est arrivé à la Salpêtrière, il a dit « Mais pourquoi y a-t-il des services fermés? On va ouvrir toutes les portes. » Et il l'a fait. Il n'y avait pas, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, je ne vous parle pas de l'adulte, j'en sais rien, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, il n'y avait pas dans ce service qui a plus de 75 lits de services fermés. À certains moments, je ne dis pas, il a fallu effectivement pour des situations particulières, mais le principe, c'était que le service était ouvert. C'était possible. Quand il est arrivé, autant vous dire que je le sais, je n'y étais pas quand lui est arrivé, ça a été compliqué, mais c'est possible. Donc, il y a des possibilités comme ça d'aménager un peu les choses. Après, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, on est très souvent, et alors quand on dit effectivement c'est compliqué, il faut changer, il faut définir quelle est la place de la psychiatrie. Moi, je suis bien d'accord. Quel est le périmètre exact de la psychiatrie? Quelle est la place qu'a la psychiatrie dans la santé mentale? Ça, c'est à la fois un débat de société, mais c'est un débat aussi qu'on doit avoir entre nous, professionnels de santé. Parce que là-dessus, on n'est pas tous d'accord. Il y a qu'à voir ceux qui sont interviewés sur les plateaux à longueur de temps pour largement élargir le domaine de la psychiatrie. Moi, vous voyez, si on m'interroge sur les troubles psychiatriques que je connais, je suis d'accord. Mais sur quoi je suis sollicité dans les médias ou autres, c'est toujours pour des... Je réponds pas. Mais c'est toujours pour des questions de société ou autre. Comme si j'avais un avis, moi, sur des questions de société. Non. On est des psychiatres, des médecins. Et donc, la psychiatrie est une discipline médicale. La santé mentale est beaucoup plus large que la psychiatrie. Mais encore, faudrait-il bien le définir. Et c'est vrai que la représentation qu'on a un peu au-delà, et même auprès de nos propres collègues, est importante, parce que, par exemple, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, on est appelé essentiellement pour des troubles du comportement. C'est la raison pour laquelle on nous appelle. Quand on va aux urgences, quand on est sollicité, c'est troubles du comportement. Troubles du comportement, ça ne veut rien dire, ou alors c'est toute la psychiatrie. Le comportement, c'est la psychiatrie. L'étude du comportement, c'est la psychiatrie. Mais trouble du comportement, ce qui veut dire être violent, être agressif, violent, c'est la raison pour laquelle on appelle le psychiatre. Mais moi, je passe ma vie à former les gens et à leur expliquer que derrière les troubles du comportement, mais il y a plein d'autres choses. Et en particulier, un grand nombre de troubles psychiatriques qu'il faut à ce moment-là détecter pour pouvoir avoir le soin adapté. En particulier en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, les troubles du comportement, le plus souvent, c'est des dépressions, qui sont d'ailleurs complètement masquées, qu'on oublie et qu'on ne diagnostique pas. Donc il y a aussi une formation en interne à faire. Et ça, c'est important parce que c'est, vous vous rendez compte, le travail, la masse de la place qui est la mienne, moi, je ne fais pas grand-chose, ou je ne peux pas faire grand-chose. Mais enfin, en tout cas, j'ai besoin de travailler auprès de mes collègues
qui n'ont pas une vue uniforme. On a besoin de travailler auprès de la représentation que notre discipline a auprès des collègues hors psychiatrie. Et on a besoin de travailler auprès de la société tout entière pour savoir qu'est-ce qu'on attend des psychiatres et comment on peut s'organiser, comment on peut faire réellement un vrai travail pour avoir une psychiatrie totalement moderne, voire modernisée aujourd'hui, alors qu'on en est assez loin, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, même pas mal loin. C'est comme ça. Alors, il y a des initiatives diverses et variées auxquelles on peut trouver un certain intérêt. Je pense qu'il faut se méfier des solutions toutes faites. Aujourd'hui, on nous dit tout ce qui concerne la réhabilitation, tout ce qui concerne, au fond, comme ça, là, voilà, cette idée que on va pouvoir accompagner les gens de façon extrêmement carrée, quelque chose qui fonctionne extrêmement bien en psychiatrie de l'adulte, qui a pris la place sur tout le reste des soins. C'est bien, c'est intéressant, mais ça n'est pas la panacée en soi. Ça ne change pas tout. On vous explique également que il va falloir maintenant co-gérer l'ensemble des services. Je ne vais pas me faire des amis, hein. Co-gérer l'ensemble des services et des dispositifs de soins entre des médecins, des soignants, des usagers, peut-être leurs familles, parce que moi, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, il me faut quand même les familles, parce que c'est rare qu'avec les enfants. C'est intéressant aussi, ça n'est pas la panacée en tout. Ça n'empêchera pas tout. Et puis, quel usager, quel représentant parmi vous tous serait véritablement représentant de tout le monde. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement complexes et je pense que, là, je rejoins encore Christophe, je pense qu'un des éléments importants, c'est effectivement que les associations qui représentent d'une certaine manière la société, la partie de la société qui s'intéresse à la psychiatrie, parce qu'il y en a toute une autre qui ne s'y intéresse pas du tout. Nous, quand on cherche des hommes politiques éventuellement un peu branchés par ce sujet, on n'en a pas. Parce qu'en fait, les seuls qu'on a, c'est ceux qui sont très fâchés contre nous, parce qu'effectivement, ils sont passés entre les mains d'un psychiatre qui n'allait pas bien, qui ne s'est pas bien comporté avec eux, ou alors dont ils ont eu le sentiment de ne pas bien se comporter, parce que je ne vais pas non plus m'accuser ou accuser tout le temps, ou faire une espèce de démagogie en disant l'usager a toujours raison. Non, bah, écoutez, parfois c'est une relation à deux, chacun a peut-être ses torts, j'en sais rien, moi. Mais en tout cas, on trouve peu de gens qui sont véritablement intéressés. Donc c'est vous qui êtes la tête de pont de pouvoir changer les choses. Et je l'observe, heureusement il n'y a pas de pédopsychiatre à mon avis connecté, parce que sinon ils vont me crier dessus, je l'observe que dans l'autisme, ça a quand même apporté, alors il y a des mouvements de balancier, hein, parfois ça va trop loin, enfin ça a apporté un certain nombre de changements. Aujourd'hui, il n'est plus du tout choquant que je commence un cours en disant écoutez les parents. Écoutez les parents, l'inquiétude des parents, et le premier signe, c'est eux les spécialistes de leur enfant. Mais il y a 10 ans, il y a 15 ans, je faisais ça, je ne faisais pas carrière. Il y a 10 ans, je faisais ça, on me jetait des tomates. Aujourd'hui, c'est tout à fait naturel. En tout cas, personne, en tout cas, n'ose dire quoi que ce soit. Et du coup, ça apparaît maintenant dans les cours pour les étudiants de formation de deuxième cycle, troisième cycle. Donc, eux, ils vont commencer à se le dire en permanence. Et c'est un élément important. Donc, il y a des choses qui peuvent changer. Alors, ils y sont allés un peu fort dans l'autisme, hein, dans la détestation du psychiatre. Ils sont allés vraiment dans un grand sens. Très bien, peut-être que c'était un passage obligé. Aujourd'hui, le balancier revient un peu plus au centre. Donc, c'est à vous aussi d'aller dans ce sens-là et d'essayer de se fédérer, d'avoir un discours et de dire, bon, définissons un peu les choses. Si on parle stricto sensu de la contention et peut-être de la privation au fond de liberté, dont j'ai un peu moins d'expérience aujourd'hui, mais enfin je l'ai eu quand même assez longtemps. Je me suis occupé d'unités d'hospitalisation très aiguës, avec des troubles très sévères, avec des gens difficiles, avec des enfants et des adolescents qui présentaient pour le coup, et je peux même utiliser moi-même, de gros troubles du comportement, se mettant eux-mêmes en danger ou frappant les gens avec vraiment une extrême violence, parce qu'il y avait comme ça une espèce de recrutement particulier là où j'étais. On aura toujours un moment donné ou un autre, il est illusoire. Ben, je pense que c'est, il y avait dans une présentation là l'objectif zéro isolement, zéro contention, 0, 0, 0. Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle un objectif asymptotique, de ceux qu'on n'atteint vraiment jamais complètement, mais dans l'idée est de s'en rapprocher toujours. Il faut travailler de manière acharnée pour s'en rapprocher, sachant pertinemment qu'on n'y arrivera pas. Mais c'est pas grave. Pendant ce travail, pendant ce processus, on améliorera la façon dont on fait les choses et nos procédures.
Et ça, c'est un élément important malgré tout. Parce qu'on ne peut pas non plus, je ne vais pas dire ici, ça n'arrivera plus jamais, il ne se passera rien. Non, ça arrivera toujours, mais on peut l'encadrer, le faire. Parce qu'au fond, le vrai, je termine par là pour ne pas être trop long, le vrai changement pour la psychiatrie ces 10 dernières années, il est celui de l'idée d'un service rendu. Vous voyez, il y avait, alors, dans certaines disciplines médicales, je pense par exemple à la chirurgie, il y a un service rendu. Le mec vient, il ne peut plus marcher, vous l'opérez, vous réparez sa jambe, il marche après, il vient vous voir, il dit écoutez, je ne marchais plus, maintenant je marche, service rendu, parfait. Chez nous, il est plus compliqué parfois à appréhender. D'accord. Et puis, il y avait une grande tentation depuis fort longtemps du psychiatre à penser qu'il avait raison un peu contre les autres. Et en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescence, c'était super vrai. Les équipes se pensaient des meilleurs parents que les parents eux-mêmes. Et donc, du coup, ils avaient tendance, il faut le reconnaître hein, quand même, à se dire bah, écoutez, moi, je fais mieux et les autres ne font pas bien, et donc, je n'ai pas besoin d'avoir leur avis. Je pense que travailler sur cette question du service rendu, travailler sur cette question de la satisfaction des gens, et oui, je refais le lien avec ce que je vous racontais au début, travailler pour avoir des boîtes de chocolat en quelque sorte. Travailler, c'est un peu une astuce de mauvais goût de dire ça comme ça, mais travailler pour que les gens, à un moment donné, comprennent que leur avis importe et qu'on l'écoute. C'est pour ça que moi j'étais très content et je suis resté connecté tout le temps à écouter un peu tous ces témoignages, même si pour moi c'est douloureux. Je vous le dis tout de suite, c'est douloureux pour moi d'entendre tout ça. Je trouve ça intéressant parce que au fond, ça m'intéresse beaucoup de pouvoir essayer de trouver comment on peut améliorer un service rendu. Si quelqu'un doit en arriver à être isolé, si quelqu'un doit en arriver à être contenu, alors je pense qu'il faut quand même essayer de tout faire pour que l'expérience ne soit pas. Et j'ai bien aimé le témoignage de Ciel, ça a été compliqué qu'elle arrive à faire son témoignage, et c'était important. Et je remercie Alexandra d'avoir insisté pour qu'elle arrive à le faire, même de manière un peu détournée avec un téléphone, tout ça. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit oui, bon, je sens bien que j'avais besoin de tout ça, mais j'ai quand même souffert de pisser dans un bol ou je sais pas quoi, enfin dans un truc, là, dans un pot. Je me suis senti un peu humilié. C'est inutile. C'est inutile, cette partie-là. Donc, il faut essayer de trouver. Alors après, moi, je ne jette pas la pierre sur l'équipe où elle est allée et qui a utilisé un pot de chambre parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Peut-être qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Peut-être qu'ils étaient eux-mêmes débordés. Peut-être qu'ils étaient que deux et qu'il y avait 14 situations super compliquées. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une expérience, moi, dont je pense que si on travaillait sur la question du service rendu, si on refaisait venir les gens, même 6 mois après, en leur disant comment vous avez vécu le truc, écoutez, moi, je vais essayer d'apprendre, alors quand même, on s'améliorerait. Vous voyez, c'est une toute petite chose. Ça, c'est pas grand-chose. Mais c'est l'idée du service rendu. Et ça, c'est l'expérience de l'autisme, parce que maintenant, dans l'autisme, on fait ça. On fait, et puis on demande aux gens, on leur dit que, on me dit c'est con de faire des espèces de sondages comme ça. Non, on demande qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas. Est-ce que vous êtes content? Si vous n'êtes pas content, il y a une raison. Il y a une raison. D'accord? C'est pas de la démagogie de dire ça. Il y a une raison pour laquelle les gens ne sont pas contents. Et c'est pas de ce dont parfois on se réfugiait là-dedans. On disait mais non, mais vous savez les psychotiques ils sont dans le déni de leur pathologie, donc de toute façon quoi que vous fassiez avec eux, à un moment donné ils sont pas contents, puisqu'au fond eux ce qu'ils voulaient c'était, j'en sais rien moi, monter sur le toit de cet immeuble. Vous les avez empêchés, donc vous êtes un méchant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Sur le coup peut-être, mais plus tard sûrement pas. Donc, du coup, voilà, moi, je n'ai pas plus que ça à dire. Je ne suis pas un spécialiste de ces pratiques. J'y ai pas réfléchi comme Antoine de façon très précise. Mais je trouve que ça rentre dans un cadre beaucoup plus large, celui de la place de la psychiatrie, celui de la perception de la psychiatrie, celui du fait que faire le travail, enfin, faire de la psychiatrie, faire de la médecine en général, c'est aujourd'hui comme tout le reste. Les gens consomment du soin. Que quand on consomme quelque chose, ben, vous recevez un mail après pour vous demander si vous étiez content du service. Je ne trouverais pas ça à titre personnel. Oui, je n'engage personne, pas aucune institution, aucun regroupement dans lequel je suis, mais à titre personnel, je ne trouve pas ça idiot. Et je trouve que ce serait un moyen simple, pratique, pour que les choses s'améliorent un peu. Voilà, donc je termine là, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup à la fois de cette opportunité et à la fois, alors moi, du coup, j'ai pas fait ma sieste cet après-midi, mais j'ai fait un sapin de Noël. Donc, voilà, merci à vous et bonne suite de webinaire.